Le millionnaire a refusé toutes les femmes riches et a fait un choix qui a choqué tout le bal. Claire Dufresne connaissait chaque recoin de l'hôtel Montgrand. Depuis presque 8 ans, elle y travaillait comme employée de ménage, parcourant chaque jour les longs couloirs tapissés de velours, effleurant les moulures dorées des salons privés et époussetant les lustres étincelants comme si c'était sa propre maison. En vérité, ce lieu n'appartenait qu'au regard riche et distant de ceux qui y séjournaient. Elle y passait, invisible, silencieuse, utile. Ce soir-là, l'hôtel vibrait d'un tumulte particulier. On y célébrait une soirée privée organisée par la famille Morel, l'une des plus anciennes lignées industrielles de Lyon. Tout le personnel avait été réaffecté pour l'événement, et Claire, censée finir son service à 10 heures du soir, avait reçu pour mission de superviser une dernière vérification des salons secondaires. Elle aurait dû rentrer chez elle, retrouver son petit appartement du quartier Guillotière, mais une erreur, une porte mal indiquée, un escalier emprunté sans y réfléchir, et elle s'était retrouvée devant une double porte entr'ouverte d'où s'échappaient des éclats de rire, une lumière dorée et les premières notes d'un quartet à cordes. Elle savait que ce n'était pas pour elle. Aucun de ces événements ne l'était jamais. Claire n'avait ni robe de bal, ni invitation satinée, ni nom qui puisse se glisser parmi ceux des familles inscrites dans l'annuaire mondain. Mais quelque chose dans la musique, dans la vibration des violons et la lumière feutrée qui s'échappait de la salle, la cloua sur place. Elle resta là, figée derrière une colonne en marbre, son chariot de ménage abandonné derrière elle dans un coin sombre du couloir. La salle resplendissait. Des femmes drapées dans des robes de créateurs aux tons ivoire, émeraude ou grenat, glissaient sur le parquet ciré, accrochées aux bras d'hommes aux costumes taillés sur mesure. Le champagne coulait en cascade dans des verres trop fins pour être tenus fermement. Les conversations étaient rythmées par l'arrogance douce de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. Claire, elle, portait encore sa blouse grise et ses cheveux noués à la va-vite. Elle aurait pu partir, retourner discrètement à l'étage des employés, mais quelque chose la retenait, une sensation étrange, un appel muet. Et puis elle le vit. Il était là, au centre du salon, comme une île silencieuse au milieu d'un océan agité. Étienne Morel. Le nom qu'on chuchotait dans les couloirs de l'hôtel, que les journaux affichaient en gros titres, que les invités espéraient croiser au détour d'un toast. 30 ans, regard d'acier, mâchoire dessinée, allure élégante et distante. Il ne souriait pas, ne parlait presque à personne, se contentait de hochements de tête polis. Les femmes venaient vers lui, une à une, avec leurs sourires étudiés, leurs rires cristallins, leurs robes fendues à la perfection. Il les écoutait sans vraiment les entendre, son regard flottant ailleurs, comme s'il cherchait une issue invisible à cette cage dorée. Claire, tapie dans l'ombre, sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas de l'attirance facile, ni un rêve de petite fille. C'était une reconnaissance étrange, presque douloureuse. Il avait l'air aussi à sa place qu'elle. Son costume valait probablement plus que son salaire annuel, et pourtant, elle devinait une lassitude dans sa posture, un vide derrière ses gestes précis. Ils ne venaient pas du même monde, mais ils semblaient partager quelque chose de plus rare, l'impression de ne jamais vraiment appartenir à l'endroit où l'on se trouve. Elle pensa reculer, s'éclipser enfin, retrouver l'anonymat rassurant de son rôle. Mais au moment où elle tourna légèrement la tête, son regard croisa celui d'Étienne. Un éclair, une seconde suspendue. Il la vit, pas comme on voit une silhouette dans la foule, pas comme on aperçoit une anomalie. Il la vit comme on reconnaît un détail qui ne devrait pas être là, mais qu'on ne peut ignorer. Il ne détourna pas les yeux. Au contraire, il inclina légèrement la tête, plissant les paupières comme pour confirmer que ce qu'il voyait n'était pas une illusion. Claire, le souffle coupé, resta figée. Étienne Morel détourna enfin le regard, mais pas pour retourner à sa conversation. Il fit un pas, puis un autre. Et bientôt, il traversa le salon lentement, sans précipitation, comme mu par une certitude soudaine. Les invités s'écartèrent légèrement, surpris, tentant de deviner quelle personnalité il allait saluer. Mais il ne marchait pas vers une duchesse, ni vers une héritière étrangère. Il marchait vers la colonne, vers l'ombre, vers Claire. Elle, incrédule, sentit ses jambes devenir de pierre. Tout en elle criait que ce n'était pas possible. Pas lui, pas ici, pas maintenant. Peut-être allait-il simplement demander ce qu'elle faisait là,
la faire reconduire fermement à l'arrière de l'hôtel? Peut-être allait-il sourire avec mépris, comme ceux qui rient des erreurs du personnel. Mais non, il s'arrêta devant elle. Le silence autour fut immédiat, comme si le monde retenait son souffle. Claire baissa les yeux, tentant de cacher ses mains tremblantes. Elle sentait le tissu rugueux de sa blouse contre sa peau, le contraste cruel avec les soies et les dentelles autour d'elle. Elle voulait s'excuser, fuir, disparaître, mais avant qu'elle ne dise un mot, sa voix s'éleva, douce, grave, posée. « Vous dansez ?» Claire releva lentement la tête. Il lui tendait la main. Sérieusement, sans ironie, sans hésitation. Le salon entier semblait s'être figé dans une peinture vivante. Les femmes chuchotaient, les hommes froncèrent les sourcils, la musique continuait mais paraissait lointaine. Claire, incapable de répondre, acquiesça d'un simple mouvement. Elle prit sa main, et tout bascula. Le parquet semblait s'être dilaté sous leurs pieds. Claire, entraînée au centre du salon par la main ferme et étonnamment chaude d'Étienne Morel, se sentait flotter, comme si la gravité avait momentanément oublié de faire son œuvre. Elle n'entendait plus les murmures, pourtant présents tout autour d'eux, ni les regards brûlants des invités outrés ou stupéfaits. Elle n'avait conscience que d'une chose. L'homme face à elle, cet héritier inatteignable, la regardait droit dans les yeux, et il ne souriait toujours pas. Mais il ne détournait pas le regard non plus. Étienne Morel était connu dans tout le département du Rhône, et bien au-delà, comme l'un des hommes les plus convoités et les plus énigmatiques de sa génération. Depuis qu'il avait repris les rênes des affaires familiales, après la mort prématurée de son frère aîné, il était devenu une figure aussi influente que solitaire. D'un naturel réservé, il faisait rarement des apparitions publiques sans raison stratégique. Il tolérait les réceptions comme on tolère une obligation morale, jamais comme un plaisir personnel. On disait de lui qu'il n'avait jamais réellement dansé avec personne depuis ses 20 ans, sauf lors de cérémonies diplomatiques où il y était contraint. Et pourtant, ce soir, sans la moindre annonce, sans se soucier de l'effet de son geste, il avait traversé une salle pleine de regards calculés pour inviter à danser une femme dont la blouse grise n'avait rien de mondain. Une femme que personne ne connaissait, qui n'était pas sur la liste des invités, qui, visiblement, n'avait même pas prévu d'être là. La main d'Étienne était ferme, mais respectueuse. Il guida Claire dans les pas d'une valse lente, ignorant avec une élégance glaciale les murmures croissants autour d'eux. Il ne prononça pas un mot pendant les premières minutes. Son regard, pourtant, ne quittait pas celui de Claire, comme s'il essayait de comprendre qui elle était, ce qu'elle faisait là, mais surtout, pourquoi elle ne ressemblait à personne d'autre dans la salle. Claire, de son côté, oscillait entre la panique et une étrange sensation de légèreté. Elle n'avait jamais dansé la valse dans un salon aussi grand, et encore moins dans les bras d'un homme qui incarnait à lui seul l'aristocratie moderne. Mais quelque chose dans la manière dont il la tenait, avec une retenue presque fragile, lui donnait du courage. Elle décida de ne pas parler, de ne pas s'excuser. Il l'avait choisie, sans contrainte. Elle n'avait rien volé. La musique s'étira, une, puis deux, puis trois chansons. Le chef d'orchestre, un vieil habitué des soirées mondaines, avait compris que quelque chose d'inhabituel se jouait. Il enchaînait les morceaux avec fluidité, créant une continuité presque irréelle dans laquelle Étienne et Claire semblaient seuls au monde. Étienne, à un moment, abaissa doucement son regard vers les mains de Claire. Il remarqua une légère trace de produit de nettoyage sous l'ongle, un détail que d'autres auraient jugé répugnant. Lui, au contraire, sembla s'attarder avec une sorte de respect silencieux. Il leva de nouveau les yeux vers elle. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Claire, surprise par la douceur de sa voix, hocha la tête. Elle ne savait pas s'il parlait de la ville, de la salle ou de son monde à lui. Elle répondit simplement « Non, je travaille ici. » Il ne réagit pas immédiatement. Aucun froncement de sourcils, aucune marque de désapprobation. Seulement un léger mouvement de tête, comme s'il avait confirmé une intuition. Je m'en doutais. Puis, contre toute attente, ses lèvres esquissèrent quelque chose d'infime, un frémissement presque imperceptible. Un sourire? Peut-être. Ou un souffle d'émotion. Claire sentit son cœur accélérer. Ce n'était pas un sourire fabriqué, destiné à séduire ou à manipuler. C'était une fissure dans l'armure, une brèche. Autour d'eux, la salle commençait à s'agiter. Les murmures devenaient plus insistants. Quelques invités quittèrent ostensiblement le salon, manifestant leur désapprobation par des gestes exagérés.
Une femme en robe rouge, qu'on savait être la fille d'un diplomate, échangea un regard furieux avec sa mère avant de sortir sans saluer. Un homme d'affaires, partenaire régulier de la maison Morel, fit mine de vérifier son téléphone avant de tourner les talons. Le scandale prenait forme, mais Étienne n'en montrait rien. Il continuait de danser centré sur Claire, comme si tout cela n'avait aucune importance. Au bout d'un moment, il ralentit le pas, réduisant la distance entre eux, puis murmura « Il vous juge déjà. Mais cela ne m'étonne pas. Ils me jugent aussi depuis toujours. » Claire, prise au dépourvu, voulut répondre, mais il secoua doucement la tête. « Ne dites rien. Ce soir, vous êtes ici parce que vous avez suivi quelque chose de plus fort que la peur. C'est plus que ce que la plupart d'eux feraient dans toute leur vie. » La musique cessa enfin, laissant place à un silence pesant. Tous attendaient une réaction, un mot, un rejet, un retournement. Mais Étienne, toujours aussi calme, inclina légèrement la tête vers Claire, puis lâcha doucement sa main. Elle fit un pas en arrière, incertaine. Devait-elle s'excuser? Partir en courant? Rester droite? Il ne lui en laissa pas le temps. Il s'éloigna d'un pas mesuré, sans adresser un regard à l'assistance médusée. Un silence glacial s'étira alors qu'il quittait le centre du salon pour rejoindre un coin plus discret où il s'installa seul, dos aux conversations. Claire, elle, resta figée. Puis, lentement, elle tourna les talons, traversa la salle comme une ombre, croisa les regards tranchants, les messes basses, les moqueries voilées. Personne ne l'arrêta, mais tout le monde la remarqua. Elle avait été invisible toute sa vie. Ce soir-là, elle ne l'était plus. Et tout cela à cause d'un homme qui ne souriait jamais à personne, sauf peut-être à elle. Claire resta longuement assise sur un banc en bois dans un petit couloir latéral qui menait aux cuisines de l'hôtel. La lumière y était plus douce, tamisée, presque réconfortante après l'éblouissement du grand salon. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient encore légèrement, comme si son corps cherchait à comprendre ce que son esprit refusait de croire. Elle avait dansé. Elle, Claire Dufresne, la femme invisible au tablier gris, avait valsé au milieu des riches, sur le parquet des puissants, avec Étienne Morel lui-même. Et personne n'avait interrompu le moment. Personne n'avait osé s'interposer. Mais elle savait que cela n'avait rien d'un conte de fées. Ce n'était pas la fin d'un chapitre, mais bien le début de quelque chose de plus instable, de plus exposé. Elle entendait encore les murmures dans sa tête, les soupirs indignés, les regards qui la déshabillaient sans vergogne, les ricanements à demi étouffés derrière des éventails ou des verres de champagne. Elle savait que, dans ce monde, on n'oublierait pas facilement ce qu'elle avait osé faire, même si ce n'était pas elle qui avait choisi, même si elle n'avait rien demandé. Une voix masculine, plus grave, la tira de ses pensées. « Vous allez bien ?» Ce n'était pas Étienne. C'était un serveur, un jeune homme qu'elle connaissait de vue. Elle hocha la tête sans répondre. Il baissa les yeux, mal à l'aise, puis s'éclipsa sans insister. Claire comprenait ce silence gêné. Elle venait de franchir une ligne invisible. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était devenue le sujet d'un événement dont tout le personnel parlerait dès le lendemain. La nuit avançait. Bientôt, le bal cesserait. Les invités partiraient, emportant avec eux les derniers éclats de leur indignation. Claire devait rentrer. Elle se leva, remit son chignon en place et commença à marcher en direction de la sortie réservée au personnel. Mais à peine avait-elle franchi quelques pas qu'elle l'aperçut. Étienne, debout, seul, dans un recoin du vestibule principal. Il ne parlait à personne. Son regard la suivait, mais il n'y avait ni pression ni insistance dans son attitude. Seulement une présence attentive, presque tranquille. Il ne fit pas un pas vers elle. Il attendait. Claire ralentit. Tout en elle voulait fuir. Reprendre sa vie simple, sa routine. Mais il y avait en elle une tension nouvelle, une question laissée sans réponse. Alors elle s'approcha. « Vous n'auriez pas dû me faire ça », dit-elle à mi-voix, en s'arrêtant à quelques pas de lui. Il ne répondit pas immédiatement. Il semblait mesurer ses mots avec le même soin qu'il mettait à choisir ses partenaires d'affaires. « Je vous ai vu », dit-il enfin, avant même que vous ne réalisiez que je vous regardais. Vous étiez là et soudain, j'ai senti que tout ce qui m'entourait devenait secondaire. Claire leva les yeux vers lui. Elle cherchait le sarcasme, le jeu de pouvoir, la manipulation. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il était simplement là, sincère dans son regard, posé dans sa posture. « Vous ne me connaissez pas », dit-elle. « Pas encore. » Le ton n'était ni pressant ni séducteur.
Il était factuel, doux. Cela déstabilisa Claire plus que si un compliment lui avait été lancé. « Je ne fais pas partie de votre monde », murmura-t-elle. Étienne esquissa ce même demi-sourire, celui qui n'illuminait qu'un coin de son visage. « C'est pour cela que je vous ai invité à danser. » Il y eut un silence. Le bruit de la salle de bal, à peine atténué par les murs épais, s'était ralenti. Les derniers invités saluaient les hôtes, certains d'un air hautain, d'autres avec une joie feinte. Claire détourna les yeux. « Vous allez avoir des ennuis à cause de moi », souffla-t-elle presque pour elle-même. « J'en ai depuis le jour de ma naissance. Ce n'est pas vous qui changerez cela. » Il s'approcha alors d'un pas, réduisant la distance entre eux à un souffle. Il ne la toucha pas, mais son regard, lui, était une caresse invisible. « Je veux vous revoir », dit-il. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle ressentait un tiraillement profond, entre la peur de l'inconnu et un désir encore flou, celui d'être considérée autrement. Pas comme une fonction, pas comme un silence, mais comme une personne. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Enfin. Étienne regarda autour de lui. Il semblait chercher un mot, une explication, mais au lieu de cela, il revint à elle. « Parce que vous ne m'avez pas regardé comme les autres. Vous ne m'avez pas vu comme un trophée, ni comme un moyen. Vous m'avez vu. Et je ne suis pas prêt à oublier ce regard. » Claire sentit quelque chose en elle se fissurer, pas de manière douloureuse, plutôt comme une lumière qui s'infiltre par une fente dans un mur trop ancien. Il lui tendit alors une carte, simple, blanche, avec un numéro de téléphone manuscrit au verso. Pas un nom, pas un titre, juste un lien possible. Si jamais vous voulez parler, de rien ou de tout. Puis il s'inclina très légèrement, presque comme un salut ancien, et s'éloigna avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Claire resta seule, la carte dans la main, le cœur battant, les jambes incertaines. Tout cela était insensé. Un millionnaire ne s'arrête pas pour parler à une femme comme elle. Il ne traverse pas un bal pour l'inviter à danser. Il ne laisse pas son numéro sur un bout de carton. Et pourtant, tout cela était arrivé. Sans explication, sans scénario prévisible. Et derrière elle, dans la grande salle, la musique avait changé. Une mélodie plus lente, plus nostalgique, comme si même l'orchestre avait compris que quelque chose venait de commencer. À l'aube du lendemain, la lumière blafarde traversait les rideaux usés de l'appartement de Claire dans le quartier populaire de Montplaisir. La ville de Lyon s'éveillait lentement. Les volets métalliques se levaient dans un concert de grincements. Les premières livraisons arrivaient dans les boulangeries et les travailleurs pressés remontaient les rues encore humides de rosée. Mais pour Claire, rien n'avait la saveur d'un matin ordinaire. Sa nuit avait été morcelée, remplie d'images éclatées. La valse, les regards, la main d'Étienne, le carton blanc encore posé sur sa table de chevet. Elle avait à peine fermé l'œil, envahie par une tension qu'elle ne savait pas nommer. Elle pensait pouvoir se fondre dans le silence, reprendre le cours normal de sa vie. Peut-être que l'événement avait été si improbable, si décalé, qu'il serait vite oublié. Mais dès qu'elle franchit la porte de service de l'hôtel Montgrand ce matin-là, elle comprit que rien ne serait plus comme avant. Le couloir du personnel, d'ordinaire agité, se figea brièvement à son arrivée. Deux jeunes femmes interrompirent leur conversation. Un homme au chariot d'entretien baissa les yeux. Même la réceptionniste évita son regard en lui adressant un sourire tendu. Claire sentit son estomac se contracter. Elle traversa l'espace en silence, le dos droit, le pas mesuré, tentant de conserver une contenance qu'elle ne ressentait pas. Dans la salle du personnel, les voix reprirent dès qu'elle tourna le dos. Elle n'entendit pas les mots, mais elle connaissait la tonalité. Cette sonorité tranchante, feutrée d'hypocrisie, qui n'appartient qu'au jugement silencieux. Elle n'eut pas le temps de poser son sac que la porte s'ouvrit brusquement. Madame Lefebvre, la superviseuse en chef, entra avec son tailleur noir strict, ses lunettes sur le bout du nez et cette voix de glace que tout le monde redoutait. « Mademoiselle Dufresne, dans mon bureau. Maintenant. » Claire suivit sans mot dire, le cœur battant. Une fois la porte close, Madame Lefebvre resta un moment debout, les bras croisés. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Claire acquiesça doucement, sans détourner les yeux. « Je suppose que cela concerne ce qui s'est passé hier soir. » La superviseuse inspira lentement, puis posa les mains sur son bureau. « Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable à plusieurs niveaux. Vous n'étiez pas invité. Vous avez quitté votre poste sans autorisation. Et surtout, vous vous êtes affiché dans un contexte qui ne correspond ni à votre fonction, ni à votre rang. » Le mot « rang » résonna dans la pièce
comme une gifle voilée. « Je n'ai pas prévu que cela arrive », répondit Claire, d'une voix plus ferme qu'elle ne le pensait. « Ce n'était pas intentionnel. Intentionnel ou non, cela ne change rien aux conséquences. » Elle prit un papier posé sur le côté et le glissa vers Claire. « Suspension de 3 jours, sans solde. » Le temps que la direction examine les retombées. Claire lut sans surprise. Elle s'y attendait. Ce qui la toucha davantage, c'était la froideur du traitement, comme si son humanité avait été dissoute dans l'incident. En sortant du bureau, elle croisa le regard d'une collègue plus âgée qui lui murmura à voix basse « On parle de toi partout, même sur Internet. » Claire fronça les sourcils. Elle n'avait pas pensé aux réseaux sociaux, ce monde parallèle qui transforme chaque geste en spectacle. De retour chez elle, elle alluma son téléphone. Elle n'était pas préparée à ce qu'elle allait découvrir. Un extrait vidéo, filmé discrètement depuis un coin du salon, montrait clairement Étienne la rejoignant. Puis la danse, entière, avec ses regards, ses silences, ses gestes calmes. Le tout avait été publié avec une légende moqueuse. Quand le prince choisit Cendrillon, mais sans la pantoufle. En quelques heures, des milliers de vues, de partages, de commentaires. Certains la traitaient de manipulatrice, d'autres de pauvre opportuniste. D'autres encore insinuaient qu'il s'agissait d'un coup de communication. Presque aucun ne la considérait comme une personne réelle, avec une vie, une histoire, une dignité. Elle n'était plus qu'un événement viral. Claire éteignit l'écran, le souffle court. Elle sentit la solitude s'installer comme une marée grise. Même les rares voisins avec qui elle échangeait parfois un sourire semblaient l'éviter depuis la veille. Elle voulut appeler une amie, mais se ravisa. Que pouvait-elle dire? Qu'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré l'avait invitée à danser. Que sa vie avait basculé en moins de 10 minutes. Pendant ce temps, du côté d'Étienne Morel, le tumulte prenait une autre forme. Le service de communication de l'entreprise Morel devait faire face à une pluie de demandes de la presse. Mais lui gardait le silence. Pas un mot, pas une déclaration, ni en privé, ni en public. Il ne chercha pas à nier ni à défendre quoi que ce soit. Ce mutisme ne fit qu'attiser l'intérêt. Certains l'accusaient de provocation, d'autres spéculaient sur une romance secrète. La vérité, pourtant, restait hors de portée de tous. Dans son appartement de la Croix-Rousse, Étienne relisait les messages qu'il recevait des membres du conseil d'administration, des partenaires, de son père. Tous exigeaient une réaction, un communiqué, un désaveu. Il les ignora. Il n'avait pas l'intention de renier ce moment. Pas parce qu'il s'agissait d'un acte stratégique, mais parce qu'il avait enfin agi sans masque. Il ne voulait pas retourner à cette vie d'apparence. Pendant 3 jours, Claire ne sortit presque pas. Elle refusait de lire les commentaires. Elle se coupa de tout ce qui pouvait nourrir le feu extérieur. Elle se concentra sur des gestes simples, nettoyer sa cuisine, réparer une couture oubliée, relire des lettres anciennes de sa grand-mère. Elle cherchait un point fixe dans une mer déchaînée. Mais malgré le chaos, une certitude s'enracina en elle. Elle ne regrettait pas. Ce moment n'avait pas été volé. Il lui appartenait autant qu'à lui. Et même si le monde refusait de l'accepter, elle n'en retirerait pas la beauté. Parce que pour une fois, elle avait été vue. Et cela, aucun jugement ne pouvait l'effacer. C'était 2 jours plus tard que le grondement discret d'un moteur de voiture brisa le silence de la petite rue de Pierre où vivait Claire Dufresne. Les maisons basses, les volets clos depuis le matin, signe qu'on ne s'attendait à aucun visiteur, se dressaient comme des sentinelles endormies sous le ciel gris de la province. Quand le véhicule noir s'arrêta devant le vieux portail en fer forgé, des volets tintèrent, des têtes se penchèrent aux fenêtres, et un murmure parcourut le quartier comme un vent de curiosité. Claire sortit précipitamment de sa maison, le tablier encore légèrement froissé d'un peu de poussière, le regard baissé comme si elle espérait ne pas être vue. Elle ne s'attendait à rien, certainement pas à revoir l'homme qui, 2 nuits plus tôt, avait bouleversé son monde entier. Pourtant, il était là, debout près de la portière, immobile, silencieux, élégant malgré la simplicité rustique du lieu. Étienne Morel. Même les pierres semblaient retenir leur souffle. Les voisins s'étaient regroupés à distance, leurs visages exprimant tour à tour l'étonnement, la méfiance, la curiosité. On chuchotait, on pointait du doigt, on se retournait en silence quand leurs yeux croisaient ceux d'Étienne. Claire sentit la peur monter. Elle avait déjà goûté à l'éclat superficiel d'un regard plein de jugement, mais ici, dans ce village enveloppé de modestie, le jugement avait une autre densité,
plus lourde, plus ancrée. Elle s'avança prudemment vers lui, consciente d'être à la fois celle qu'on connaît depuis toujours et celle dont les ruelles chuchoteraient désormais le nom. Étienne, sans hâte, attendit qu'elle soit proche. Il n'y eut ni fausse politesse, ni froideur protocolaire. Il salua d'un hochement de tête discret, comme s'il saluait un lieu qu'il respectait, plus qu'une femme qu'il voulait séduire. Son regard se posa sur la façade écaillée de la maison, sur les gerbes de lavande fanées, sur le jardin modeste mais soigné qu'elle partageait avec sa grand-mère. Il inspira le parfum de l'air, mélange d'humidité nocturne et de terre chaude, et murmura, sans trop s'adresser à elle. « C'est ici alors. » Claire hocha la tête, incapable de parler. L'émotion enserrait sa gorge et lui comprimait la poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi il était venu, ni ce qu'il espérait. Étienne n'était pas homme à gestes impulsifs, pas homme à erreur. Si le monde savait qu'il avait dansé avec une simple employée, ce n'était pas par jeu. Et pourtant, la voir ici, dans ce décor ordinaire, lui donnait l'apparence d'un rêve encore plus fragile. Quelques voisins s'approchèrent, surgissant des coins d'ombre, hésitants. On connaissait Claire depuis toujours, fille de sa grand-mère, fille de la femme de ménage de l'hôtel. On la voyait chaque matin, traînant un chariot d'ustensiles, éteignant des lampes, nettoyant des couloirs, effaçant des traces. Rien de plus. Et voilà qu'un homme de la haute société s'invitait chez elle. Un vieil homme, chapeau de paille en main, s'approcha d'un pas tremblant. Il voûta légèrement la tête. « Monsieur Morel, je présume ?» demanda-t-il avec la politesse rustique des campagnes. « Que puis-je pour vous ?» Étienne releva la tête, le visage sérieux mais pas froid. Aucun orgueil ne se lisait en lui, seulement une gravité sereine. « Je suis venu parler à Claire », répondit-il d'une voix douce. « Seul. » Le vieil homme acquiesça comme devant un ordre qu'on ne discute pas et s'effaça. Les autres villageois reculèrent, comme si l'espace se pliait autour de ces deux silhouettes opposées. La simplicité de la maison modeste, la silhouette droite du riche héritier. Claire fit un pas, puis un autre. Enfin, elle s'arrêta à 2 bons mètres de lui. Elle avait compris qu'il ne lui demanderait pas pardon, qu'il ne lui offrirait pas de mots creux de compassion. Il ne cherchait pas à effacer l'humiliation, ni à la transformer en spectacle. Il cherchait autre chose. Elle le découvrit quand il sortit de l'intérieur de la voiture, un petit bouquet de fleurs sauvages. Marguerites, centaurées, fleurs des champs, séchées, modestes, mais assemblées avec soin. Il les lui tendit sans un mot, avec la gravité douce d'un hommage discret. Ce geste si simple fit vibrer quelque chose en elle qu'elle n'aurait su nommer. Elle fixa ses fleurs comme si elles portaient le poids de la scène d'il y a 2 nuits, la musique, la valse, les regards étincelants, les jugements silencieux. Et pourtant, dans ces fleurs modestes, elle sentit la possibilité d'un commencement. Elle les prit, les pressa contre sa poitrine et murmura « Pourquoi ?» Il sourit, mais ce sourire n'était pas celui d'un homme qui séduit. C'était le sourire de celui qui se trouve devant une vérité fragile. « Parce que vous m'avez regardé pour ce que je suis, pas pour ce que l'on attendait que je sois. Parce que j'ai encore à apprendre ce sens du respect vrai et je ne veux le perdre jamais. » Les villageois observaient, silencieux. Certains fronçaient les sourcils, d'autres détournaient le regard. Il y avait dans leurs yeux un mélange d'incrédulité, de suspicion, et pour quelques-uns de pitié discrète. Ils voyaient un homme riche, un héritier, dans l'entrée d'une maison pauvre. Ils voyaient une audace insolite, une transgression sociale qui ébranlait leurs repères. Mais eux-mêmes, ils ne disaient rien. Ils attendaient, immobiles. Claire baissa les yeux, les joues brûlantes. Elle fouilla dans sa mémoire, cherchant une réponse cohérente, un mot qui ne sonnerait pas comme un aveu de faiblesse, ni comme une offrande de reconnaissance. Mais ce qu'elle ressentait était plus grand que des mots. C'était un vertige. Elle releva les yeux vers Étienne, cherchant un signe de sérieux. Il était là, droit, calme, presque vulnérable. Elle déglutit. « Si je vous ai rendu ça, » hésita-t-elle, « alors je ne sais que dire. » Il fit un pas, ferma l'espace qui les séparait. Il ne la prit pas dans ses bras. Il ne posa pas sa main sur son épaule. Il se contenta de garder son regard posé sur le sien, comme pour établir une reconnaissance silencieuse. « Ne dites rien, » dit-il. « Soyez vous-même. Si vous partez plus loin, ou si vous restez ici, je comprendrai. Mais je voulais que vous sachiez, je ne cherche pas à changer votre vie. Je veux seulement que vous sachiez que je l'ai vu. » À ce moment, un souffle passa dans la ruelle. Le pas lent d'un chien, le bruit d'un volet qu'on ferme.
le froissement léger d'un tissu. Le monde reprit ses sons, plus pesants qu'avant. Les gens se retournèrent, reprirent leur distance. Étienne détourna les yeux, lentement. Il fit un signe presque imperceptible, puis remonta dans la voiture, le moteur ronronna, les pneus crissèrent sur le gravier. Une dernière silhouette se dessina dans le rétroviseur, puis la nuit avala les phares. Claire resta immobile encore un instant, les fleurs dans les mains, le cœur battant comme une cloche ancienne. Quand elle rentra chez elle, elle referma la porte avec douceur, comme pour protéger ce qu'elle tenait. Elle posa le bouquet sur la table, à côté de la lampe à pétrole, et s'assit dans l'unique fauteuil usé de son salon. Les fleurs ne ressemblaient à rien d'extraordinaire. Elles semblaient presque inutiles, et c'était précisément ce qui les rendait vraies. Elle pensa à sa grand-mère, à ses aiguilles, à ses tissus usés, à la dignité qu'elle lui avait transmise avec ses mains ridées et son cœur généreux. Elle pensa à ses vies simples, faites de peu, mais tissées de respect, de travail, d'amour discret. Elle pensa que ce bouquet, pauvre, humble, champêtre, était le premier fil d'un tissu qu'on n'imaginait pas. Un fil fragile, peut-être, mais sincère. La nuit avançait. Claire ne dormait pas. Elle regardait les fleurs, les regardait longtemps, cherchant dans leurs formes irrégulières une certitude. Et dans ce silence, dans cette lumière vacillante de la lampe, quelque chose s'installa en elle, une lueur nouvelle, timide, mais présente, une lueur de promesse. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait, des ragots, des regards, des jugements, peut-être des mots d'incompréhension. Mais elle savait une chose, elle avait été vue. Elle n'était plus seulement la femme de ménage de l'hôtel Montgrand. Elle était Claire Dufresne, et ce nom, pour la première fois, portait en lui la possibilité d'un autre avenir. Le lendemain, le ciel était bas et chargé au-dessus du petit village, comme si l'automne avait décidé de s'installer d'un seul coup. Claire s'était réveillée tôt, avant même le chant du coq, avec le cœur lourd et la tête pleine d'images superposées. Le souvenir d'Étienne sur le pas de sa porte la veille ne l'avait pas quitté une seconde. Il n'avait rien promis, il n'avait rien demandé, mais il avait dit ce que personne ne lui avait jamais dit auparavant, qu'il l'avait vu. Non pas comme on remarque une étrangeté dans une salle dorée, mais comme on reconnaît un visage familier dans la foule. Et cela, bien plus que les murmures du village, l'avait désorientée. En rangeant quelques affaires dans la petite pièce qui servait de grenier, elle tomba sur une boîte à couture en bois, un peu éraflée, couverte de poussière, qu'elle n'avait pas ouverte depuis la mort de sa grand-mère. C'était un objet chargé de mémoire, rempli d'épingles, de fils colorés, de boutons dépareillés, de morceaux de tissu conservés comme des trésors. Claire l'ouvrit avec un mélange de tendresse et de crainte. En soulevant une petite étoffe fleurie, elle aperçut une photo pliée en deux, à demi oubliée. Sur l'image jaunie, prise manifestement plusieurs années plus tôt, figurait une scène étrange. Sa grand-mère, droite comme un i, les cheveux bien coiffés, posait fièrement devant une silhouette adolescente. Un jeune garçon mal à l'aise dans un costume sombre. Claire reconnut sa grand-mère sans hésitation. Mais ce garçon, aux traits fins, au regard discret, lui semblait vaguement familier. Elle retourna la photo. Au dos, écrit à la main, on lisait simplement « Pour Étienne, avec patience et courage. Monsieur Dufresne ». Claire sentit un courant glacé remonter sa colonne vertébrale. Étienne. Il n'y avait pas de doute. C'était lui, plus jeune de plusieurs années, à peine sorti de l'enfance, déjà emprisonné dans une posture trop adulte. Ce costume, elle se souvint en avoir entendu parler. Sa grand-mère racontait parfois qu'elle avait cousu un complet pour un garçon de bonne famille, dont le père était si dur qu'aucun tailleur ne voulait travailler avec eux. Elle n'avait jamais dit son nom, mais elle décrivait ce garçon comme triste, poli et extrêmement silencieux. Un garçon qui semblait toujours s'excuser d'exister. À l'époque, Claire avait à peine 17 ans. Elle n'avait pas prêté attention aux détails. Elle resta un long moment à fixer cette image. C'était donc cela. Étienne n'était pas venu par curiosité ni par caprice, il l'avait reconnu, ou du moins il avait ressenti un écho, un lien resté en sommeil depuis des années. Ce n'était pas elle qui l'avait reconnu, mais sa grand-mère, la femme qui, à une époque lointaine, avait cousu pour lui un costume avec des mains pleines de douceur et une voix ferme, lui parlant comme à un égal et non comme à un héritier destiné à dominer le monde. Ce souvenir, ce geste avait survécu, et cela expliquait tant de choses. Le regard d'Étienne, son silence, sa visite,
son bouquet de fleurs des champs. Ce n'était pas une dette, ce n'était pas non plus une faveur. C'était un fil invisible, tendu entre deux générations qui venaient de se tendre de nouveau. En début d'après-midi, alors qu'elle finissait d'étendre du linge dans le jardin, un jeune garçon arriva à vélo avec une enveloppe à la main. Il portait l'uniforme du petit service postal du coin, une casquette trop grande et des lacets défaits. « C'est pour vous », dit-il timidement. Claire prit l'enveloppe. Aucun nom d'expéditeur, mais le papier était épais, légèrement parfumé de lavande et d'encre. À l'intérieur, une simple feuille de papier crème, calligraphiée à la main. Je n'avais pas oublié le nom de la couturière, mais je n'avais jamais su qu'elle vous avait élevé. Si elle m'a appris ce qu'était l'élégance sans orgueil, vous m'avez montré ce que cela signifiait en actes. Je ne cherche pas à rattraper le passé, je veux seulement comprendre ce que l'on peut construire avec ce qui nous reste. E.M. Claire relut la lettre plusieurs fois. Elle y sentait plus que des mots. Une pudeur, une mémoire, une volonté de bâtir sans imposer. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait répondre, mais elle sut immédiatement qu'elle ne pouvait plus ignorer ce fil. Qu'il ne s'agissait plus seulement d'elle, ni même de lui, mais de cette femme qui, de ses doigts usés par les aiguilles, avait touché un cœur que personne n'avait voulu voir. Le soir venu, Claire alla dans la petite salle commune du village, où l'on pouvait emprunter des livres, imprimer des documents, ou simplement boire un café en silence. Elle emporta avec elle la photo et la lettre, sans savoir encore ce qu'elle allait en faire. À sa grande surprise, le lieu était presque vide, sauf pour une femme âgée qu'elle connaissait de vue et un homme en costume beige qui lisait le journal en silence. Elle s'assit à une table au fond, sortit un carnet et se mit à écrire. Ce n'était pas une réponse directe à Étienne, c'était un récit, celui de sa grand-mère, de ses mains, de son atelier improvisé dans la cuisine, des enfants du quartier qu'elle aidait à repriser leurs vêtements pour aller à l'école sans honte. C'était un portrait de cette femme qui n'avait jamais possédé grand-chose, mais qui avait offert à tous quelque chose de plus rare, la dignité. Claire écrivit longtemps, sans pause, sans relever la tête. Quand elle termina, la nuit était tombée. Elle plia les feuilles, les mit dans une enveloppe et y glissa la photo. Elle n'inscrivit aucun nom. Elle savait où la déposer. À l'hôtel Montgrand, là où tout avait commencé. Pas pour lui rendre ce qu'il avait fait, mais pour lui montrer d'où elle venait. Pour qu'il sache que ce qu'il avait senti ce soir-là n'était pas un hasard, que l'élégance silencieuse de sa grand-mère continuait de vivre en elle, dans chaque couture, chaque silence, chaque choix. En quittant la salle, elle se sentit plus légère, comme si elle avait enfin donné un sens à ce qui, jusque-là, lui échappait. Elle n'avait pas choisi cette rencontre, mais elle pouvait choisir ce qu'elle en ferait. Elle n'était pas une invitation à un bal. Elle était la mémoire d'une femme qui, un jour, avait cousu un costume pour un garçon trop triste, et qui, sans le savoir, avait cousu bien plus qu'un habit, un souvenir qui traverserait les années. Le matin suivant, alors que Claire se tenait dans le couloir étroit du bureau de poste du village, un journal froissé à la main, elle vit son propre visage imprimé en noir et blanc à côté de celui d'Étienne. Ce n'était pas une photo officielle, mais un agrandissement maladroit d'une capture d'écran du fameux enregistrement devenu viral. Le titre était sans équivoque. Un millionnaire sous influence, le mystère Claire Dufresne. Elle resta là, immobile, son cœur résonnant dans ses tempes comme un tambour trop tendu. Autour d'elle, les gens feignaient de ne pas la voir, mais leur regard parlait pour eux. On ne regardait plus Claire comme avant. Elle était devenue une énigme à résoudre, une tache de couleur sur un tissu qui, jusque-là, avait été uniformément terne. De retour chez elle, elle ouvrit la boîte aux lettres rouillées et trouva 3 enveloppes. Aucune d'elles ne portait de timbre. La première contenait une feuille blanche, sans un mot, mais déchirée en 2. La deuxième, une carte postale avec une image de lion, griffonnée d'un simple mot « Retourne d'où tu viens ». La troisième était vide. Ce silence forcé, cette hostilité passive, la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. C'était un rappel brutal que son monde, même modeste, ne lui appartenait plus tout à fait. Elle n'était plus seulement l'invisible, elle était devenue un dérangement. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette tension ne venait pas seulement d'en bas. Dans les hauteurs dorées de Lyon, les effets collatéraux de la décision d'Étienne de danser avec elle commençaient à provoquer un autre type de remous. Des partenaires commerciaux, agacés par le silence obstiné d'Étienne, faisaient pression sur les actionnaires du groupe Morel
pour qu'il donne enfin une déclaration publique. Des invitations furent annulées. Des alliances stratégiques commencèrent à se distendre. À Paris, dans certains cercles d'affaires, on murmurait qu'Étienne n'était plus aussi stable qu'avant. Lui, pourtant, demeurait silencieux. Il refusa les interviews. Il rejeta les offres de gestion de crise. Et surtout, il cessa de participer aux événements mondains. Pendant plusieurs semaines, son absence fut remarquée comme un manque stratégique. Il ignora tout cela avec une froideur méthodique. Il passait désormais ses week-ends loin de la ville, dans un manoir secondaire qu'il possédait à quelques kilomètres du village de Clair. On le voyait marcher seul le long des champs, souvent avec un carnet à la main. Parfois, il allait jusqu'au marché du samedi, achetait du pain, des pommes, des œufs, et repartait sans un mot. Les habitants l'observaient, certains intrigués, d'autres méfiants, mais il ne répondait ni aux sourires, ni aux reproches. Il n'était ni arrogant, ni amical. Il était là. Et cela suffisait à troubler l'équilibre. Claire, quant à elle, reprenait peu à peu ses activités. Après sa suspension, elle fut réintégrée à l'hôtel, mais dans des conditions étrangement plus hostiles. On lui confiait les tâches les plus ingrates, les chambres les plus sales, les horaires les plus décalés. Personne ne lui disait rien ouvertement. Mais tout dans les gestes, dans les silences, dans les oublis volontaires, lui faisait comprendre qu'on attendait qu'elle craque. Elle ne craqua pas, elle encaissa. Elle fit son travail sans plainte, sans éclat. Elle devint plus discrète encore, plus précise, plus rapide, comme si elle se dissolvait dans les murs. Mais chaque soir, elle écrivait. Pas pour se plaindre, pour comprendre, pour poser des mots sur le regard d'Étienne, sur les lettres anonymes, sur la mémoire de sa grand-mère. Elle écrivait parce que cela l'empêchait de sombrer. Les visites d'Étienne se firent plus fréquentes. Il ne venait jamais sans prévenir. Parfois, il restait dans la voiture. D'autres fois, il s'asseyait sur le banc devant la maison, sans entrer. Claire sortait, lui apportait un thé, restait debout, et il parlait. Pas longtemps. Des choses simples. Du temps, du village, de livres qu'ils avaient lus. Il ne posait pas de questions sur ses sentiments. Il ne la pressait jamais. Il était là, simplement, comme un homme qui ne cherchait pas à conquérir, mais à être admis. Et cela, pour Claire, valait plus que 1000 déclarations. Un soir, après une journée harassante, Claire trouva une boîte en carton devant sa porte. À l'intérieur, un lot de tissu fin, des bobines de fil, des aiguilles de haute qualité et un petit mot pour que les mains de ta grand-mère continuent de vivre à travers les tiennes. Elle ne pleura pas, elle sourit. Et pour la première fois depuis des années, elle ressortit la machine à coudre qu'elle gardait couverte dans un coin de la pièce. Elle se mit à travailler le soir, en silence, à la lueur d'une lampe. Pas pour vendre, pas encore, mais pour se souvenir, pour ressentir dans ses doigts le fil du courage qu'on lui avait transmis. Pendant ce temps, Étienne mettait en pause plusieurs projets de la holding familiale. Il annula un accord avec une entreprise textile notoire pour ses pratiques douteuses. Il retira un investissement prévu dans une entreprise dont le PDG s'était publiquement moqué de Claire. Chaque décision était suivie de conséquences, des pertes, des ruptures, des protestations. Mais Étienne ne s'y a pas. Le conseil d'administration fut convoqué pour une réunion exceptionnelle. Le père d'Étienne, Charles Morel, patriarche respecté mais redouté, fit son retour à Lyon. Il avait passé les dernières années entre Genève et Dubaï, surveillant les affaires à distance. Cette fois, il revint avec un objectif précis, remettre de l'ordre. La presse annonça sa présence. Les analystes économiques spéculèrent sur un changement imminent de direction. Claire n'était au courant de rien. Mais ce soir-là, en regardant les étoiles depuis son petit jardin, elle sentit une tension nouvelle flotter dans l'air. Une tempête silencieuse se préparait. Elle ne savait pas si elle y survivrait, mais elle savait ceci. Elle n'était plus seule. Quelqu'un, quelque part, refusait de la réduire à une erreur de parcours. Et ce simple fait suffisait à la maintenir debout. Lorsque Charles Morel posa le pied dans les bureaux principaux du groupe familial, installé au sommet d'un immeuble de verre dominant les toits de Lyon, l'atmosphère changea aussitôt. Il n'avait pas remis les pieds en France depuis près de 2 ans. On disait qu'il dirigeait depuis les ombres, à travers des messages secs, des rapports hebdomadaires et quelques appels mensuels. Mais cette fois, il avait exigé une réunion en personne. Il voulait comprendre de ses propres yeux ce qui faisait chanceler la réputation d'un empire bâti sur des décennies d'exigence, de silence et de contrôle.
Assis au bout d'une longue table de réunion, entouré de ses directeurs et juristes, il écouta en silence les rapports sur la situation actuelle, les chiffres, les prévisions, les pertes mineures et surtout la presse. Tous les regards se tournaient inévitablement vers Étienne, assis en face de lui, calme, impassible. Charles l'observait avec la même dureté que lorsqu'il était adolescent. Ce fils qu'il n'avait jamais vraiment compris, qu'il avait toujours vu comme un être trop sensible, trop silencieux, trop peu docile. Étienne n'avait jamais aimé les jeux de pouvoir, ni les alliances arrangées. Mais jusque-là, il avait toujours obéi. À la fin de la réunion, Charles se leva, referma son dossier et dit d'une voix sèche « Je vais lui parler. » Seul. Étienne savait que ce moment arriverait. Il n'était pas surpris. Il se leva à son tour et suivit son père jusqu'au grand bureau aux murs tapissés de cuir, là où le patriarche avait signé ses premiers contrats, fait ses premières conquêtes commerciales, trahi ses premiers partenaires. Une fois la porte fermée, le silence s'installa, épais, chargé. Charles se servit un verre de cognac, puis, sans regarder son fils, lança d'une voix posée mais tranchante « Tu vas mettre fin à cette mascarade. Maintenant. » Étienne ne répondit pas. Il savait que tout ce qu'il dirait serait retourné contre lui. Charles se tourna vers lui, les traits tirés, le regard perçant. « Tu crois peut-être que c'est romantique, que tu vas réécrire l'histoire du prince et de la servante? Tu es le seul héritier, Étienne. Le seul. Et tu es en train de tout brûler pour une. » Il s'interrompit. Même lui n'osa pas dire ce qu'il pensait vraiment. Il reprit plus froidement. « Tu vas l'oublier. Tu vas reprendre ta place. » Mais Étienne, toujours calme, répondit enfin « Elle n'est pas un caprice. Elle est ce que j'ai croisé de plus vrai dans cette vie. » Charles soupira, lassa de ce discours. Il sortit alors une enveloppe de son veston, la posa sur le bureau avec lenteur. « Voilà, c'est simple. Tu la fais partir, tu coupes tous les liens. Et en échange, nous effaçons toutes les conséquences. Pas de scandale, pas de rupture de contrat, pas de surveillance du conseil. Je me retire à nouveau. Et tu gardes ton avenir intact. » Étienne ne toucha pas l'enveloppe. Qu'y a-t-il là-dedans? Charles le fixa droit dans les yeux. De quoi lui offrir une nouvelle vie, une maison, une sécurité, assez pour qu'elle disparaisse et que tu puisses continuer la tienne. Il n'y eut pas de colère, pas de cri. Étienne se leva sans un mot, tourna les talons et quitta le bureau. Mais Charles n'avait pas encore joué sa dernière carte. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, un véhicule noir s'arrêta de nouveau devant la petite maison de Claire. Elle se tenait à l'intérieur, le tablier noué, en train de recoudre une vieille chemise. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'Étienne, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Charles Morel, imposant, sec, vêtu d'un manteau de laine sombre, se tenait devant elle. Elle n'eut pas le temps de parler. Il entra comme s'il y avait droit et observa les lieux avec un mépris mal dissimulé. « Mademoiselle Dufresne, je serai bref. » Elle referma la porte, interdite, debout à quelques pas de lui. « Mon fils vous idéalise. Il croit que vous êtes différente, authentique. Il pense que vous l'avez vu, comme il dit. Mais vous et moi savons ce qu'est la réalité. Le monde n'est pas fait pour les illusions. » Claire resta muette. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table, exactement comme il l'avait fait avec son fils. « Prenez cela et partez. Quittez Lyon. Trouvez une autre ville, une autre vie. Il ne vous cherchera pas. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque. Une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, suffisante pour acheter une maison, lancer un atelier, disparaître du monde sans jamais plus avoir à plier l'échine devant personne. Charles la regarda, sûr de lui. « C'est plus que vous n'aurez jamais. Et vous le savez. » Claire sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait rêvé de ce genre de miracle autrefois, d'une somme, d'une opportunité, d'un départ. Mais pas comme ça. Pas contre sa dignité. Pas comme un échange pour un silence éternel. Elle referma l'enveloppe, lentement, puis la posa sur la table. « Votre fils ne m'a jamais promis de conte de fées, et je ne suis pas venu chercher de trône. » Charles esquissa un sourire moqueur. « Vous pensez que c'est de l'amour ?» Elle répondit sans détourner le regard. « Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais appris à reconnaître. » Il la toisa un instant, puis tourna les talons, sans ajouter un mot. En sortant, il claqua la porte plus fort que nécessaire. Claire resta là, seule, les mains tremblantes, le cœur battant. Elle savait qu'elle venait de déclencher quelque chose d'irréversible. Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Ce n'est que la nuit tombée, dans le silence de sa chambre,
qu'elle sentit la peur l'envahir. Pas pour elle, pour lui. Étienne ne comprendrait pas tout de suite. Elle ne lui dirait pas. Il valait mieux qu'il croie qu'elle s'éloignait par choix. C'était le seul moyen de le protéger de son propre père. Alors elle écrivit une courte lettre, quelques phrases, pas d'explication, seulement une distance, froide, nécessaire. Elle la déposa le lendemain matin à la réception de l'hôtel Montgrand, à l'attention d'Étienne Morel. Puis elle quitta l'endroit, les yeux secs, mais le cœur vide. Le choix qu'elle venait de faire était un sacrifice. Et dans le silence de ce renoncement, elle perdit un peu d'elle-même. La lettre de Claire, courte et dénuée d'explications, parvint à Étienne au matin, livrée avec le courrier habituel de l'hôtel. Il la reconnut immédiatement, non par l'écriture, qui lui était encore inconnue, mais par la légèreté du papier, la sobriété de l'enveloppe, et surtout par l'angoisse inexplicable qu'il ressentit avant même de l'ouvrir. Il la lut sans faire un bruit, debout dans son bureau. Quelques phrases seulement, toutes en retenue, polies, mais sans appel. Elle disait qu'elle avait réfléchi, qu'il valait mieux ne pas poursuivre, qu'il venait de mondes trop éloignés. Rien de personnel, rien de violent. Une absence d'émotion qui, justement, le bouleversa. Il relut la lettre 3 fois, puis il s'assit, déposa le papier sur la table et resta là, des heures, sans bouger. Il n'y avait pas de colère en lui, pas encore. Seulement une incompréhension brute, un vide glacial. Quelque chose n'allait pas. Il connaissait Claire. Il l'avait vue dans ses silences, dans sa manière d'écouter, dans ses gestes simples. Ce n'était pas une femme qui fuyait. Ce n'était pas une femme qui coupait les liens sans raison. Et pourtant, elle l'avait fait. Il essaya de la joindre. Aucune réponse. Il envoya un messager discret au village. On lui répondit que Claire n'était pas là, qu'elle était partie pour quelques jours, qu'on ignorait où. Mais la vérité, c'est que tout le monde savait, et que personne ne voulait lui dire. Le village s'était refermé sur elle comme une forteresse silencieuse. On le regardait désormais avec suspicion, comme l'homme qui avait bouleversé la vie d'une des leurs, puis l'avait laissée briser. Ce n'était pas la vérité, mais c'était ce que les apparences laissèrent croire. Pendant plusieurs jours, Étienne erra sans but précis. Il retourna au manoir, mais n'y resta que quelques heures. Il alla jusqu'au bord du lac, près de la forêt, là où Claire lui avait un jour raconté les histoires de son enfance. Il tentait de comprendre, de recomposer le puzzle, de saisir ce qui avait changé. Il fouillait ses souvenirs, cherchait un mot, un geste, un indice. Ce n'est que 5 jours plus tard, en rangeant une étagère de livres anciens qu'il ne consultait presque jamais, qu'il découvrit un objet tombé derrière les reliures, un carnet de cuisine appartenant autrefois à sa mère, resté là depuis des années. Il l'ouvrit sans raison, feuilletant distraitement les pages jaunies par le temps. Et au milieu d'une recette de soupe aux lentilles, glissée comme un marque-page, se trouvait une autre lettre. Une lettre qu'il ne reconnut pas immédiatement, mais dont l'écriture fit vibrer quelque chose en lui. Il la déplia avec soin, et dès les premières lignes, il comprit. C'était une lettre de Madame Dufresne, la grand-mère de Claire. Datée de plus de 15 ans, elle avait manifestement été écrite peu de temps après la confection du fameux costume. Elle n'était pas adressée à lui, mais à sa mère, qui apparemment avait demandé à remercier la couturière pour son travail. « Madame, » écrivait-elle, « je ne réclame rien pour ce costume. Je l'ai cousu avec le même soin que pour mon propre petit-fils. Ce jeune garçon m'a semblé si seul, si peu regardé. Il portait sur ses épaules des silences trop lourds pour son âge. Je ne sais pas s'il s'en souviendra un jour, mais s'il le faut, dites-lui seulement ceci, qu'un jour il croisera quelqu'un qui le verra vraiment, et que ce jour-là, il devra avoir le courage de ne pas détourner le regard. » Étienne relut ces lignes encore et encore, jusqu'à sentir ses yeux brûler. Tout prenait sens. Ce n'était pas un abandon, ce n'était pas un refus. Claire savait. Elle avait découvert cette lettre, ou une autre semblable. Et elle avait compris quelque chose de plus vaste que lui. Elle n'était pas partie par indifférence. Elle s'était effacée pour ne pas le blesser, pour ne pas être utilisée contre lui, pour ne pas devenir une faiblesse aux yeux d'un monde qui ne tolère pas les failles. Le soir même, il monta dans sa voiture, roula jusqu'au village, mais ne s'arrêta pas chez elle. Il alla directement à l'hôtel Montgrand, traversa le hall où tout avait commencé et demanda à parler au concierge. Il sortit de sa poche une enveloppe. À l'intérieur, sa réponse. Pas une lettre d'amour, pas une supplication, mais une reconnaissance. Il y glissa aussi la lettre de Madame Dufresne pour que Claire sache qu'il savait, qu'il n'avait pas oublié,
qu'il ne renoncerait pas. Il demanda à ce qu'elle soit remise dès que possible, avec discrétion, et qu'aucune copie n'en soit faite. Puis il partit sans un mot, plus déterminé que jamais à remettre de l'ordre dans ce qui comptait réellement. Quelques jours plus tard, Claire, rentrée discrètement au village après s'être isolée chez une amie à Bourg-en-Bresse, retrouva la lettre dans sa boîte, glissée entre une publicité pour un marché fermier et une facture d'eau. Elle la reconnut avant même de l'ouvrir, et quand elle lut les mots de sa grand-mère retranscrits de la main d'Étienne, elle sentit le sol basculer sous ses pieds. Elle s'assit sur les marches de pierre devant la maison, la lettre serrée contre sa poitrine, incapable de parler, incapable même de pleurer. Tout en elle se réveillait. Le souvenir, l'espoir, la peur aussi. Mais au-dessus de tout cela, une certitude montait lentement. Il n'avait pas fui, il n'avait pas cédé, il avait compris. Et elle, désormais, devait décider si elle avait encore la force de retourner là où tout avait commencé. Non pas pour revivre ce qu'ils avaient perdu, mais pour écrire ce qu'ils n'avaient pas encore osé commencer. Le hall de réception de l'hôtel Montgrand avait rarement connu une agitation aussi discrète, mais aussi intense. Les dorures étaient plus brillantes que d'habitude, les lustres nettoyés jusqu'à l'excès, et les serveurs portaient des gants d'un blanc éclatant. Cette fois-ci, la soirée n'était pas organisée par une grande famille lyonnaise, mais par la Fondation Morel elle-même, au bénéfice d'un programme d'insertion pour les jeunes déscolarisés dans les métiers artisanaux. Une initiative annoncée quelques semaines plus tôt, sans tambour ni trompette, mais qui avait attiré l'attention de la presse comme un événement mondain incontournable. Étienne n'avait pas participé à la préparation de ce bal comme il le faisait habituellement. Il avait simplement approuvé les dépenses, fixé la date et donné une seule consigne. Il viendrait, mais seul. Il ne voulait pas de cavalière officielle, pas de discours préparé, pas d'effet de mise en scène. Il voulait, pour une fois, que le lieu parle de lui-même, que le silence qu'il avait gardé pendant toutes ces semaines trouve enfin son écho. Les invités affluaient depuis 19 heures. Hommes d'affaires, politiques, artistes, quelques visages bien connus des magazines de mode. Tous avaient noté l'absence des têtes les plus conservatrices du cercle lyonnais, probablement en représailles silencieuses à la dernière crise familiale des Morel. Pourtant, personne n'osait dire ouvertement ce qu'ils espéraient, voir si, oui ou non, Étienne allait oser réitérer ce qu'il avait fait des mois plus tôt. Si la rumeur disait vrai, s'il allait une nouvelle fois troubler le décorum en brisant les codes. À 21h passées de quelques minutes, il fit son entrée. Vêtu d'un costume gris foncé, sans fantaisie, mais taillé avec une perfection discrète. Son visage était fermé, concentré, mais pas distant. Il alla saluer quelques invités, prit une coupe de champagne, puis se dirigea vers le centre de la salle. Les musiciens, postés sur une estrade élégante, entamèrent alors une valse lente, classique, comme un clin d'œil évident au passé. Et pendant un instant, tout sembla se figer. Les têtes se tournèrent, les chuchotements s'élevèrent. La tension devint presque palpable. Étienne se tenait là, seul, les mains croisées devant lui, le regard fixé sur l'entrée. Il ne dansa pas, il ne bougea pas. Il attendait. Claire, elle, n'était pas encore entrée. Elle se tenait dans un taxi arrêté à quelques pas de l'hôtel, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait briser les vitres. Elle portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, avec les tissus envoyés par Étienne. Une robe simple, mais d'une élégance rare. Un bleu profond, presque nuit, sans ornement, à la coupe fluide et naturelle. Sa coiffure était modeste, relevée juste assez pour dégager son cou. Pas de bijoux, pas de maquillage excessif. Juste elle, dans sa vérité la plus sobre. Elle avait longuement hésité. Même après avoir lu la lettre, même après avoir compris. Elle avait eu peur, non pas de lui, mais de ce que ce geste représenterait. Revenir là au même endroit, sous les mêmes lustres, sous les mêmes regards. Mais cette fois, elle ne serait pas une invitée accidentelle. Elle aurait choisi d'y être. Et cela changeait tout. Elle entra sans fracas. Pas de musique spéciale, pas d'annonce. Elle franchit les portes comme on traverse un seuil familier bien que redouté. Et dès qu'elle parut, le silence tomba. Elle avança lentement, ses talons résonnant doucement sur le marbre. Les invités s'écartaient, certains choqués, d'autres fascinés. Personne ne l'applaudit. Mais tous la virent. Elle n'était plus l'intruse d'un soir. Elle était devenue un symbole. Étienne la vit aussitôt. Son regard s'adoucit. Il ne bougea pas tout de suite.
Il la laissa venir à lui, pas après pas. Et lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il ne dit rien. Il lui tendit simplement la main, exactement comme la première fois. Pas pour provoquer, pas pour impressionner, mais parce que c'était ce qu'il avait attendu. Elle l'a pris, cette fois sans hésiter. Ils dansèrent, pas avec la fougue d'un début, mais avec la lenteur calme de ceux qui savent ce que cela coûte d'en arriver là. Ils ne parlaient pas. Ils se contentaient d'être là, ensemble, au centre du même salon, dans une scène qui, désormais, ne ressemblait plus à une anomalie, mais à une évidence. Autour d'eux, les gens observaient, bouche close, certains choqués, d'autres attendris. Les flashs des téléphones furent brièvement dégainés, mais se turent vite devant la solennité de la scène. Il y avait dans cette danse quelque chose d'inattaquable, un refus de spectacle, une vérité nue. Lorsque la musique s'arrêta, Étienne ne lâcha pas sa main. Il se tourna vers les musiciens et leur fit un signe. Puis il monta sur l'estrade, toujours tenant Claire à ses côtés. Le micro lui fut tendu. Il ne lut aucun papier. Il n'avait rien préparé. Mais sa voix, lorsqu'elle résonna dans la salle, fut d'une clarté absolue. « Merci d'être ici ce soir. Merci de soutenir une cause que peu considèrent comme noble. Mais permettez-moi de dire ceci, non en tant que président d'une fondation ou héritier d'une entreprise, mais en tant qu'homme. » Un silence. Puis il reprit, « J'ai grandi dans une maison où l'on confondait respect et obéissance, silence et dignité. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie ne devait être qu'un prolongement de cette discipline. Puis un soir, j'ai croisé quelqu'un qui m'a regardé sans attente, sans jugement, sans peur. Il se tourna vers Claire. Ce regard a tout changé. Ce regard m'a rendu à moi-même. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas un conte, c'était la première fois que je me sentais libre. » Il fit une pause. Puis avec une sérénité nouvelle, il ajouta « C'est pourquoi, à partir de demain, je confierai la gestion de nos entreprises au conseil familial. Je resterai à distance. Mon énergie ira ailleurs. » Un frémissement parcourut la salle. « Nous allons ouvrir une école de couture dans le village où cette femme a grandi, en hommage à sa grand-mère qui m'a appris un jour ce qu'était la vraie élégance, pas celle des habits, mais celle du cœur. » Il rendit le micro, descendit de l'estrade et reprit Claire dans ses bras. Les applaudissements ne furent pas immédiats, mais lorsqu'ils commencèrent, timides d'abord, ils montèrent lentement, portés non par le bruit, mais par la reconnaissance d'un geste rare. Claire, émue mais droite, n'avait pas pleuré. Pas encore. Mais en posant la tête contre l'épaule d'Étienne, elle sut qu'il ne s'agissait plus de danse. Il s'agissait d'une promesse, d'un nouveau départ, cette fois sans retour. Le lendemain du bal, alors que les journaux titraient avec ferveur sur la déclaration d'Étienne Morel, Claire se leva avant l'aube, comme elle l'avait toujours fait, sans alarme, simplement réveillée par la lumière discrète du matin. Le silence régnait dans sa maison, mais quelque chose avait changé. Une légèreté inhabituelle planait dans l'air, comme si les murs eux-mêmes respiraient un soulagement discret. La robe bleue de la veille pendait au dos d'une chaise encore marquée de la chaleur des regards, des pas, des battements de cœur. Elle la toucha du bout des doigts, non pas pour s'assurer qu'elle était réelle, mais comme on effleure une mémoire qui palpite encore. Dehors, la presse déversait ses interprétations. Certains y voyaient un coup de théâtre, une stratégie de communication savamment orchestrée. D'autres, plus sensibles, parlaient d'un geste rare, presque archaïque, dans un monde où tout est mesuré en retour sur investissement. Les plus cyniques ironisaient « Le millionnaire abandonne l'empire pour une couturière ?» Mais personne, pas un seul commentaire, ne remettait en question la sincérité perçue dans cette valse, dans ce regard prolongé, dans cette voix calme énonçant des vérités sans défense. Dans le village, les réactions furent diverses. Certains applaudirent, d'autres restèrent prudents. L'ancien facteur déclara au café « C'est peut-être le début d'un conte ou peut-être juste un bel interlude, mais au moins il a eu le cran. » Une femme âgée, autrefois complice de la grand-mère de Claire, murmura en serrant sa tasse « Madame Dufresne aurait été fière. » Et pour la première fois depuis longtemps, les regards que Claire croisait dans la rue n'étaient plus teintés de méfiance ou de jugement. Ils étaient attentifs, parfois même admiratifs. Étienne, quant à lui, passa la journée à régler les derniers détails de la transition de ses fonctions. Il ne fit aucun détour. Il signa les documents, convint d'un calendrier, répondit aux questions sans détour. Il ne demanda pas de protection. Il ne négocia pas de retour éventuel.
Il faisait un pas de côté, volontairement, définitivement, pour tracer une route à part, non pas par révolte, mais parce qu'il en avait fini de vivre dans l'attente de l'approbation du monde qu'il avait servi trop longtemps. Le soir venu, il retourna au village, non plus en visiteur prudent, mais en homme qui avait choisi son camp. Il ne sonna pas à la porte de Claire. Il resta dehors adossé à la rambarde de bois, les yeux levés vers le ciel. Lorsqu'elle sortit, elle ne dit rien. Elle s'assit à côté de lui. Le silence entre eux n'était plus chargé d'incertitude. Il était plein, présent, presque sacré. Puis après un moment, elle tourna la tête vers lui. « Pourquoi l'avoir dit devant tout le monde ?» Il répondit sans hésiter, « Parce que je voulais que ce ne soit plus seulement entre nous. Je voulais que le monde sache que je ne t'ai pas choisi malgré ce que tu es, mais à cause de ce que tu es. » Elle baissa les yeux, pas par pudeur, mais parce que ces mots réveillaient en elle quelque chose de profond, de longtemps enfoui, le droit d'être vu, choisi, respecté, sans condition ni exception. Il ajouta plus doucement, « Tu n'as rien demandé, tu n'as jamais voulu être un symbole. Mais tu l'es devenu malgré toi. Et maintenant, il faut choisir ce qu'on en fait. » Claire resta silencieuse un instant. Puis elle se leva, rentra dans la maison et revint quelques minutes plus tard avec un cahier. Ce cahier, elle l'avait commencé les soirs où elle n'arrivait pas à dormir, quand le tumulte extérieur menaçait de l'envahir. Elle y avait écrit des fragments, des pensées, des souvenirs de sa grand-mère, des croquis de robes qu'elle ne coudrait peut-être jamais. Elle le tendit à Étienne. « Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un plan d'affaires, c'est juste moi. » Il prit le cahier, le feuilleta en silence. Ses doigts caressaient les pages comme on feuillette un trésor ancien. Il referma le cahier, le serra contre lui. Alors c'est là qu'on commence. Les jours suivants furent marqués par une série de décisions concrètes. Étienne finança personnellement les premières démarches pour l'ouverture de l'école. Il fit appel à des architectes, mais exigea que le bâtiment s'intègre au paysage, qu'il respecte l'esprit du lieu. Claire, de son côté, consulta les femmes du village. Elle ne voulait pas imposer une structure. Elle voulait bâtir un lieu de transmission. Elle commença à recruter discrètement des couturières retraitées, des anciennes modistes, des femmes de l'ombre qui possédaient un savoir que le temps menaçait d'effacer. Un jour, alors qu'elle parcourait le grenier de la vieille maison familiale à la recherche de patrons anciens, elle tomba sur une malle remplie de tissus que sa grand-mère avait conservés. Des étoffes simples, mais précieuses, marquées de craies, de notes manuscrites. Elle les étala dans la cour, les observa une à une, les repassa avec soin. Puis elle en choisit une, un lin gris perle, et se mit à coudre. Ce qu'elle confectionna n'était pas pour une élève, ni pour une vitrine. C'était une robe droite, sans excès, inspirée d'un modèle que sa grand-mère avait fait pour elle quand elle avait 18 ans. Elle la porta le jour où les premières pierres furent posées pour l'école. Étienne était là, bien sûr, mais ce jour-là, c'est Claire qui prit la parole. Elle raconta l'histoire d'une femme qui avait cousu toute sa vie, non pas pour survivre, mais pour donner aux autres la possibilité d'exister dignement. Elle parla des silences, des efforts, de la beauté discrète des gestes répétés. Et elle termina par ces mots. « Ce que je suis aujourd'hui, je ne le dois ni à un miracle, ni à un homme. Je le dois à une mémoire et à un regard. Ce regard qui un jour m'a reconnu. Les gens applaudirent, non par convention, mais parce qu'ils comprenaient. Ils comprenaient que quelque chose avait été réparé, transmis, honoré. Quand la cérémonie se termina, Étienne s'approcha d'elle, lui tendit la main. Elle la prit devant tous, sans hésiter cette fois. Et dans cet acte simple, Claire Dufresne devint, non pas une héroïne de conte, mais une femme qui avait trouvé sa place. Non pas dans un château, mais dans une école, dans un atelier, dans un monde qu'elle contribuait désormais à façonner. La nuit tombait doucement sur le village, enveloppant les toits de tuiles brunes d'une lumière orangée, presque irréelle. Dans le jardin, les lampions suspendus entre les branches d'un vieux prunier clignotaient doucement, comme des lucioles fatiguées. Claire se tenait là, seule pour l'instant, observant le décor que les voisins avaient improvisé avec affection. Ce n'était pas un bal, ni une réception officielle. Juste une fête de village, simple, humaine, comme on en faisait plus souvent. Et pourtant, cette soirée portait en elle un poids symbolique que personne n'osait nommer. On attendait sa réponse, pas à une question posée à haute voix,
mais à ce qui avait été murmuré par des regards, des gestes, des silences depuis plusieurs semaines. Depuis l'annonce de la fondation de l'école, depuis la cérémonie où Étienne avait quitté ses fonctions pour construire quelque chose de nouveau, Claire n'avait jamais parlé publiquement de ce qu'elle ressentait. Elle avait remercié, organisé, cousu, rassemblé, mais elle n'avait pas répondu. Pas vraiment. Étienne, fidèle à lui-même, n'avait rien exigé. Il était resté à ses côtés, sans pression, sans attente déclarée, mais avec cette constance rare de ceux qui ne se battent pas pour gagner, mais pour accompagner. Ce soir, pourtant, elle savait qu'il fallait parler. Pas parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'elle en avait envie, parce qu'il était temps. Elle entra dans la maison, grimpa lentement les marches du petit escalier en bois qui grinçait sous ses pas et entra dans la pièce qui servait d'atelier. Sur la table de couture reposait une pièce de tissu qu'elle n'avait pas encore découpée. Un sergé beige doux, élégant mais discret, parfait pour ce qu'elle avait en tête. Elle y traça les lignes d'un nouveau modèle, à l'œil nu, sans patron. Elle travaillait vite, avec précision, comme si chaque point, chaque couture, chaque ourlet racontait quelque chose qu'elle ne savait dire autrement. 3 heures plus tard, elle se regardait dans le miroir, vêtue d'une robe qu'elle avait dessinée pour cette soirée et pour lui. Pas pour séduire, pas pour briller, mais pour affirmer ce qu'elle était devenue. Elle n'était plus la jeune femme qu'on bousculait dans les couloirs d'un hôtel sans la voir. Elle n'était plus la simple héritière silencieuse d'une couturière oubliée. Elle était Claire Dufresne. Elle avait choisi sa vie, et elle allait choisir son avenir. Dans le jardin, les musiciens improvisaient quelques morceaux de guitare et de violon. Les enfants couraient entre les tables. Les adultes parlaient à voix basse, riant doucement. On aurait dit un tableau vivant. Étienne se tenait près du vieux puits, parlant avec l'ancien facteur. Lorsqu'il la vit, il s'interrompit. Son regard ne changea pas. Pas d'éclat théâtral, pas d'admiration feinte. Juste cette reconnaissance tranquille qui, à elle seule, suffisait à la faire respirer plus fort. Elle s'approcha, lentement. Lorsqu'elle fut à sa hauteur, il lui tendit la main, non pas comme une demande, mais comme un signe. Elle la prit. Puis, sans qu'aucun micro ne soit tendu, sans qu'aucun discours ne soit attendu, elle dit simplement, à voix haute, pour qu'on entende, mais surtout pour qu'il entende. Oui. Un mot, un souffle, une affirmation, mais cela ne suffisait pas. Elle continua. Oui, je veux danser avec toi encore. Pas seulement ce soir, mais tous les soirs où la vie nous donnera l'occasion de le faire. Oui, je veux vivre cette histoire, mais pas dans ton monde, et pas dans le mien. Un murmure parcourut l'assistance, mais personne ne bougea. Je veux qu'on invente un lieu à nous, quelque chose entre la poussière des ateliers et le verre des bureaux. Je veux que notre quotidien soit tissé à deux, pas imposé par l'un ou l'autre. Étienne ne répondit pas tout de suite. Il hocha la tête lentement, comme s'il recevait un vœu. Puis il murmura, assez fort pour qu'elle seule l'entende, « C'est exactement ce que j'espérais entendre. » Alors il prit sa main, la posa doucement sur son épaule, et elle glissa la sienne autour de sa taille. La musique changea. Ce n'était pas une valse cette fois. C'était une mélodie plus douce, presque un murmure d'accordéon et de guitare mêlés, comme une chanson du Sud que personne n'avait vraiment apprise, mais que tout le monde connaissait par cœur. Ils dansèrent, pas au centre, pas en spectacle, juste là, sous les lanternes, entre les rires et les odeurs de pain chaud, dans un cercle naturel formé par les gens du village. Une danse simple, vraie, presque banale, mais c'est précisément cela qui la rendait belle. Et autour d'eux, les choses reprenèrent leur place. Les enfants riaient de nouveau, une femme tranchait une tarte sur la table, un jeune garçon lançait des cailloux dans le puits et un vieux récitait un poème à voix basse. La fête continuait. Mais dans le cœur de Claire, quelque chose venait de se stabiliser. Elle n'avait pas changé de monde, elle avait simplement trouvé le courage de l'habiter pleinement. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, elle et Étienne restèrent seuls quelques instants. Assis sur le vieux banc de pierre, elle appuya sa tête contre son épaule. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Le silence entre eux n'était plus un vide. C'était un langage, le plus vrai de tous. Et tandis que les lampions s'éteignaient lentement, un à un, Claire sut que la vie n'allait pas devenir facile. Mais elle serait juste. Elle serait à eux. Et cela enfin suffisait. Un matin clair de printemps, à l'entrée du village, les volets de l'ancienne grange restaurée s'ouvrirent lentement.
laissant entrer une lumière douce et diffuse qui éclairait les tables de travail, les étagères remplies de tissus, les mannequins de couture alignés avec une précision presque militaire. Le silence était suspendu comme une note tenue juste avant le début d'une mélodie. Puis, peu à peu, les pas des élèves commencèrent à résonner sur le sol en bois. Certains venaient du village, d'autres de villes voisines, parfois même de Lyon, parfois de beaucoup plus loin. Ils portaient dans leurs sacs non pas seulement des fournitures, mais des rêves rapiécés, des espoirs encore froissés, des envies de créer quelque chose qui leur ressemble. Au-dessus de la porte, une enseigne modeste en bois peint portait le nom de l'école, Madame Dufresne, en lettres droites, sans fioriture, comme l'aurait voulu celle qui, sans jamais le savoir, avait inspiré tout cela. Claire avait choisi ce nom non pas pour honorer sa propre ascendance, mais pour rappeler que l'héritage n'est pas toujours une question de sang. C'est aussi parfois un fil transmis d'une main à l'autre, silencieusement, dans un geste répété, dans un regard posé sur un ourlet bien fait, dans une parole chuchotée à une élève tremblante. Dans l'atelier, Claire circulait entre les tables, saluant chaque élève, vérifiant les premiers points, corrigeant une tension de fil, montrant comment lisser une couture sans tirer sur le tissu. Elle ne portait pas de tailleur, ni de bijoux. Elle avait gardé son style simple. Une blouse bleu pâle, un pantalon en lin, et autour du cou, une petite paire de ciseaux suspendus par un cordon de cuir. Elle n'était pas la directrice d'une institution. Elle était l'âme d'un lieu. Étienne, lui, était assis dans un coin discret de la pièce, une tasse de café à la main, un carnet ouvert sur les genoux. Il venait souvent, sans se mêler aux activités. Il observait. Parfois, il proposait une idée d'amélioration, un contact à appeler, une solution à un problème logistique. Mais il ne dirigeait pas. Il soutenait. Il était devenu un homme qui marche à côté, pas devant. Et cela lui allait. Les premières semaines avaient été intenses. Le chantier avait rencontré quelques retards. Les inscriptions étaient plus nombreuses que prévu, et certains médias tentaient encore de transformer l'école en projet sensationnaliste. Mais Claire avait su maintenir une barrière invisible, ferme mais non agressive. Elle avait reçu les journalistes avec courtoisie, puis les avait invités à passer une journée entière avec les élèves, sans caméra, sans bloc-notes. Peu étaient revenus. Ceux qui l'avaient fait avaient écrit des articles sobres, profonds, respectueux. Avec le temps, l'atelier devint un lieu de passage, mais aussi d'ancrage. Des femmes y venaient le soir pour réparer des vêtements. Des jeunes en décrochage scolaire y trouvaient une discipline qui n'écrasait pas mais guidait. Certains anciens couturiers proposaient des masterclass improvisées, racontant des anecdotes d'une époque où la mode se transmettait par les mains, non par les écrans. On y apprenait à coudre, bien sûr, mais aussi à écouter, à prendre le temps, à valoriser l'effort. Et puis il y avait la maison. Claire et Étienne avaient choisi de vivre entre deux mondes. La semaine, ils restèrent dans le village, dans la vieille maison restaurée avec soin, conservant les meubles anciens, les poutres apparentes, le jardin planté de lavande et de thym. Le week-end, ils montèrent parfois à Lyon, dans un appartement discret au dernier étage d'un immeuble ancien, non loin des quais. Là-bas, ils retrouvaient une autre cadence, plus urbaine, mais jamais étouffante. Ils avaient appris à ne pas fuir l'un pour se réfugier dans l'autre. Ils circulaient entre les deux comme entre deux chambres d'un même cœur. Ils n'étaient pas devenus un couple de contes. Ils avaient leurs désaccords, leurs silences, leurs hésitations. Claire gardait une pudeur tenace, une peur secrète de se perdre dans l'ombre d'un nom trop lourd. Étienne, parfois, vacillait encore face aux fantômes de son éducation, aux attentes d'un monde qu'il avait quitté mais qui continuait de murmurer à sa porte. Mais jamais ils ne laissèrent ces failles les séparer. Ils avaient appris à les nommer, à les regarder en face, à en faire un langage commun. Un soir d'automne, alors que les élèves avaient quitté l'atelier et que le silence était revenu, Claire resta seule un moment devant la grande table de coupe. Elle y posa un tissu épais, couleur crème, puis sortit une boîte ancienne. À l'intérieur, des morceaux d'étoffe marqués au crayon, des chutes du costume qu'avait cousu sa grand-mère pour un garçon autrefois triste. Elle les avait gardés, en secret, sans jamais savoir pourquoi. Ce soir-là, elle sut. Elle découpa les pièces avec soin, les assembla lentement, puis broda à la main sur la doublure intérieure une phrase. « Ce qui est vu ne peut plus jamais être invisible. » Elle ne dit à personne pour qui était ce vêtement,
Mais lorsqu'elle le donna à Étienne quelques jours plus tard, dans un simple sac en toile, il comprit. Il le porta lors de l'inauguration officielle de la première promotion diplômée de l'école. Et lorsqu'il monta sur l'estrade pour remettre les certificats, personne ne remarqua la broderie. Mais Claire, elle, la savait là. Et cela suffisait. Les saisons passèrent. L'école prospéra, lentement, à son rythme. Des projets naquirent, d'autres furent abandonnés. Mais l'essentiel demeura. Un lieu pour apprendre, un espace pour renaître, une maison où vivre sans déguisement. Le luxe, comme Étienne aimait à le répéter, n'était plus dans la soie ou l'or, mais dans la possibilité d'être soi sans peur. Un jour, un journaliste venu en visite leur posa une question simple, presque naïve. « Comment décririez-vous votre réussite ?» Étienne sourit, regarda Claire puis répondit « C'est d'avoir été vu et de voir en retour. » Et Claire, sans ajouter un mot, posa sa main sur la sienne. Rien de plus. Le reste, comme tout ce qui compte vraiment, se passe sans bruit.